Donc, avant de commencer, j'aimerais rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, lors de la quatrième séance, nous avons vu ensemble les conditions de recevabilité de l'action civile. Nous avons dit que l'action civile est une action qui, pour qu'il soit valide, il doit obéir à un certain nombre de conditions de recevabilité. Ces conditions de recevabilité sont à la fois des conditions subjectives et des conditions objectives. Les conditions subjectives, nous avons dit que ce sont toutes les conditions que doivent remplir les justiciables. Ça veut dire le demandeur et le défendeur. Parfois, une tierce personne, comme on va voir aujourd'hui, qui intervient dans le procès civil. Les conditions objectives, quant à elles, ce sont des conditions relatives au délai et aux formalités à accomplir par les deux parties au procès civil. Donc, nous avons dit que l'action, pour qu'il soit recevable en justice, il ne doit pas tout simplement être valable, mais il doit en plus être valide. Donc, quelles sont les conditions de validité? Ce sont les conditions de recevabilité que nous avons présentées. Donc, cela dit, lorsque les conditions de recevabilité sont remplies par les deux justiciables, le demandeur et le défendeur, l'action est présentée devant le tribunal pour qu'il soit tranché. Mais cette introduction de l'action au tribunal obéit à son tour à un certain nombre de formalités. Donc, il ne s'agit pas seulement de remplir les conditions de recevabilité pour présenter votre action en justice, mais il faut en plus que votre action, ou bien le fait d'introduire, de présenter votre action devant la justice, obéit à un certain nombre de formalités. Donc, d'ailleurs, nous sommes dans un cours de procédure. Donc, la procédure, c'est un ensemble de formalités comme nous l'avons défini lors de la première séance. Donc, au cours de cette séance, nous allons voir quelles sont les formes de la demande de la justice, quels sont les types de demandes en justice, et quelles sont les conséquences ou bien les effets que peuvent avoir l'introduction d'une action devant un tribunal déterminé. Donc, commençons par définir la demande en justice. Donc, l'objet de notre cours aujourd'hui, c'est la demande en justice. Donc, la demande en justice peut être définie comme un acte de procédure qui permet de saisir un tribunal d'une prétention déterminée. Moi, j'ai une prétention, je prétends avoir un droit vis-à-vis de quelqu'un. Donc, ma prétention doit être présentée au tribunal. Donc, c'est un acte de procédure par lequel la personne qu'on dénomme demandeur ou bien demandeur ou bien requérant, c'est-à-dire celui qui prend l'initiative du procès, saisit le tribunal d'une prétention qu'il entend faire valoir contre une ou bien plusieurs autres personnes qu'on appelle généralement des défendeurs à l'action civile. Donc, cette demande peut prendre diverses formes, comme on va voir. Donc, quelles sont les différentes formes de la demande en justice sera traitée dans un premier point. Ensuite, on va voir quels sont les types de ces demandes en justice. On distingue entre la demande qui est présentée par le demandeur, parfois l'action ou bien l'acte de procédure est présenté aussi par le défendeur qui vient soulever un point pour se défendre ou bien pour demander à son tour une prétention. Parfois, c'est une autre
personne qui n'est ni le défendeur ni le demandeur qui vient s'ajouter à l'action civile. Et enfin, on va analyser ensemble, on va présenter les effets de la demande en justice. Donc, commençons par les formes de la demande en justice. Donc, on distingue entre deux formes. La forme écrite et la forme orale. La forme écrite constitue la forme la plus utilisée en matière de demande en justice. La quasi-totalité des demandes présentées en justice pour défendre une prétention déterminée sont présentées sous forme de requête écrite. Donc voilà pourquoi j'ai dit ici, c'est le premier mode de la procédure écrite. C'est le plus courant en pratique. Cette requête écrite, elle doit être signée par le demandeur ou bien par son mandataire. Par le demandeur ou bien par son mandataire. Ce qui veut dire tout simplement que il n'est pas toujours donné au simple demandeur de présenter une prétention déterminée. Il peut aussi désigner une personne qui va le représenter en justice. Cette personne peut être un avocat dans la plupart des cas, comme il peut être parfois une personne qu'il va désigner comme représentant. Donc, c'est ce qu'on appelle le fait de présenter une action en justice par un représentant. Représentant légal, parfois c'est la maman, parfois c'est le père, le papa, parfois c'est le tuteur testamentaire, parfois c'est le curateur, ainsi de suite. Et vous connaissez quelles sont les formes de représentation. Donc, cette requête écrite doit comporter un certain nombre d'indications qui sont obligatoires. En l'absence de ces indications, l'action ne sera pas recevable en justice. D'accord? Donc, en l'absence de ces indications, votre action n'est pas recevable. Il s'agit des noms, prénoms, qualités ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur. S'il y a lieu, les noms, qualités et domicile du mandataire du demandeur. Si vous avez mandaté quelqu'un pour porter votre action en justice, donc son nom, qualité et domicile. Si ce demandeur ou bien le défendeur est une société, dans ce cas, vous devez justifier en tant que demandeur que vous avez la qualité de présenter cette demande. Ça veut dire que vous êtes désigné par le conseil de la société comme personne qui a qualité de présenter une demande au nom de la société. Et dans ce cas, vous êtes tenu d'indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de la société, donc selon les dispositions de l'article 32. Donc, les formes de la demande en justice sont présentées dans les articles de 31 jusqu'à 37 du code de 36 du code de procédure civile. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference. Bonjour, vous m'entendez? Vous arrivez à m'entendre? Donc, j'ai dit que la requête écrite doit comporter un certain nombre d'indications sous peine d'irrecevabilité de l'action. Nous avons dit que les noms, prénoms, qualité, domicile des parties doivent nécessairement être transcrits sur la requête écrite du demandeur, celui qui introduit l'action devant le tribunal. S'il s'agit d'une société, il s'agit de présenter ou bien de transcrire sur la demande sa dénomination sociale, ainsi que le domicile de la société, la nature de la société, est-ce qu'il s'agit d'une SARL ou bien société à responsabilité, société anonyme, ainsi de suite, et son siège social, pardon. Mais aussi, le requérant doit aussi présenter sommairement l'objet de la demande. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il veut de la part du juge comme reconnaissance de droit? Qu'est-ce qu'il demande? Quelle est sa prétention? Il doit exposer les faits d'une manière brève, mais aussi et surtout les moyens invoqués qui lui permettent de demander gain de cause. Ces moyens ou bien ces arguments qui sont présentés à l'appui de sa demande doivent être justifiés par des pièces. Vous devez accompagner votre demande en tant que requérant d'un certain nombre de pièces justificatives afin de convaincre le juge du bien fondé de votre prétention. Se pose maintenant la question de savoir comment peut-on présenter une demande lorsqu'il s'agit de présenter une demande contre plusieurs personnes, autrement dit, contre plusieurs défendeurs. L'article 32 précise que, du Code de procédure civile, précise que il doit être délivré ou bien déposé auprès des services des tribunaux autant d'exemplaires de la requête écrite qu'il y a de défendeurs en cause. Ça veut dire, si vous avez comme défendeur 2 personnes, vous devez déposer 2 copies. Si vous avez 3 défendeurs, vous devez déposer 3. Ainsi de suite. La question principale qui se pose maintenant, est-ce que le fait de ne pas respecter, le fait de transcrire l'ensemble de ces énonciations sur votre requête écrite est sanctionné automatiquement de rejet, de non-recevabilité? La réponse est non. Le Code de procédure civile précise dans l'article 32 que l'ensemble de ces énonciations, lorsqu'ils sont omises par le requérant ou bien lorsqu'ils sont présentés d'une manière incomplète, les juges demandent aux parties
à la partie requérante de compléter ces énonciations ou bien de donner les énonciations qui ont été omises. Et ils donnent généralement un délai pour la partie requérante afin de remplir cette condition. Passé ce délai, il peut être frappé d'irrecevabilité. Ça veut dire que sa demande peut être rejetée. Donc, je répète. L'ensemble de ces énonciations que je viens de présenter, même s'ils sont impératives, la demande qui ne comporte pas ces énonciations n'est pas rejetée automatiquement. Les juges sont obligés d'inviter les parties à corriger ces insuffisances, à compléter les énonciations omises par les parties, et il accorde un délai aux parties pour réparer ce qui doit être complété sous peine d'irrecevabilité de la demande. Ça veut dire, passer le délai, ce délai, ils ne peuvent plus bénéficier d'une autre grâce afin de compléter ces insuffisances, ces énonciations omises. Pour ce qui est des tribunaux de commerce, la requête est généralement écrite. Ça veut dire que ce sont les avocats qui présentent la requête devant les tribunaux de commerce. Par conséquent, ce sont les mêmes énonciations que nous venons de présenter qui sont demandées devant les tribunaux de commerce. Ça veut dire ce qui est applicable pour l'action civile devant les tribunaux de première instance en droit commun sont aussi des énonciations obligatoires pour la présentation d'une requête devant les tribunaux de commerce. Est-ce clair? Donc, cependant, la déclaration écrite n'est pas la seule forme admise pour présenter une demande en justice. Parfois, la déclaration orale suffit. Il suffit de se présenter devant le greffe du tribunal ou bien devant le secrétariat du président du tribunal pour présenter votre déclaration orale. La déclaration orale peut être définie comme l'action par laquelle le demandeur a la possibilité de saisir le tribunal de première instance par voie de déclaration. C'est ce que précise l'article 31. Donc, dans ce cas, au lieu de rédiger une requête vous-même, et vous serez obligé de respecter le fait de transcrire l'ensemble des énonciations que nous venons de présenter, telles que précisées par l'article 31-32, ici le demandeur comparaît en personne devant l'un des agents assermentés du greffe pour faire sa déclaration. Le greffe transcrit l'ensemble des énonciations orales du déclarant, ça veut dire du requérant, sur un procès verbal qu'il signe à la fin et par la suite il transmet au juge pour que l'action soit ouverte. Donc ce procès verbal de déclaration doit comporter les mêmes indications, les mêmes mentions de la requête écrite. Ça veut dire, dans ce cas, c'est le greffe, c'est l'agent assermenté du greffe qui va vous demander ces informations pour qu'il les puisse transcrire sur ce procès verbal. Donc, dès l'établissement de ce procès verbal, le juge est saisi. Il faut noter à cet égard que la déclaration orale est une forme de présentation de la demande en justice qui n'est pas très utilisée. Elle est généralement utilisée devant les juridictions de proximité. Les juridictions de proximité, telles que précisées par la loi 4210, qui sont compétents pour rendre des jugements en premier et dernier ressort pour les actions personnelles
immobilière dont la valeur n'excède pas 5000 dirhams. Il s'agit d'un circuit ultra court ici, où l'on convoque à l'audience les parties dans un délai maximum de 8 jours. Les juges sont obligés de tenter une conciliation entre les deux parties. S'ils n'arrivent pas, ils doivent rendre un jugement dans un délai de 30 jours maximum. Donc, ces juridictions sont compétentes pour rendre des actions, rendre des jugements pour des actions personnelles et mobilières. Ils ne sont pas compétents pour les actions immobilières. Ils ne sont pas compétents pour les actions qui concernent le statut de la famille, ainsi de suite. Donc, le législateur a bien encadré leur champ de compétences. Donc, dans ces cas-là, généralement, la procédure, elle est orale. Ça veut dire qu'on accepte la déclaration orale du requérant et l'agent du greffe transcrit l'ensemble des informations sur un PV, qu'il s'agit des énonciations obligatoires qui concernent les noms, prénoms, domicile, ainsi de suite, qu'il s'agisse aussi de l'exposé des faits ou bien de l'exposé des motifs, ainsi qu'il demande à la partie requérante de présenter les pièces qui justifient sa prétention. D'accord? Donc, je répète, la demande en justice se fait selon deux formes. La forme écrite, c'est la forme la plus utilisée et pour laquelle on fait généralement appel à un avocat. Mais rien n'empêche de présenter une requête écrite vous-même dans un certain nombre de cas. Donc, deuxième forme qui est moins utilisée, c'est la déclaration orale. Donc, si vous lisez les dispositions du Code de procédure civile, vous allez trouver que le législateur tolère la présentation de la demande en justice, soit oralement, soit par écrit. Passons maintenant au type de demande en justice. Donc, en tant que moyen utilisé par celui qui déclenche le procès civil, les demandes en justice peuvent être soit des demandes principales ou initiales, ou bien des demandes incidentes. Les demandes principales ou initiales, ce sont les demandes présentées par le requérant. D'accord? Par le requérant, ça veut dire celui qui prend l'initiative de présenter le procès devant la justice. Les demandes incidentes, ce sont des demandes qui viennent s'ajouter pour modifier ou bien pour faire face à une demande qui a été présentée par le requérant, ça veut dire par le demandeur principal. Donc, quelle que soit sa nature, la demande ne peut conclure que si elle est fondée en fait et en droit. Il ne peut aboutir que si elle est fondée en droit et en fait. Commençons par les demandes initiales, les demandes principales, qu'on appelle en arabe at-talabat al-asliya. Les demandes principales sont celles qui déclenchent un procès. Ils sont également appelés requêtes introductives d'instance ou bien demande initiale. Tout simplement parce qu'ils déclenchent le procès, parce qu'ils initient le procès, parce qu'ils introduisent l'instance. Ils peuvent être définis comme les actes de procédure par lesquels le demandeur fait sommation à son adversaire d'avoir à comparaître devant le tribunal. Donc, cette demande initiale est très importante car elle délimite l'objet du litige et par conséquent délimite l'étendue des pouvoirs du juge. On peut se demander quelles sont les formes de ces demandes principales ou bien de ces demandes initiales. Donc, la forme de la demande initiale dépend
comme on va voir, de la matière concernée. Lorsqu'il s'agit de la matière contentieuse, ça veut dire lorsque la demande initiale est présentée contre un défendeur, lorsqu'il y a adversité, lorsque ma prétention porte sur un droit que une autre personne doit exécuter. On est en matière contentieuse, ça veut dire je conteste mon droit contre une autre personne. Donc, en matière contentieuse, il existe 3 formes pour présenter la demande principale ou bien la demande initiale ou bien la demande introductive d'instance. Le mode le plus courant, le plus utilisé, c'est l'assignation. Il est normal que puisque nous sommes dans une procédure contentieuse, que l'autre partie soit informée de l'acte de procédure que je suis en train d'accomplir, qui est le fait de l'amener devant le tribunal pour qu'il soit au courant de ce que je suis en train d'alléguer contre lui. Donc, voilà pourquoi il est demandé de porter à sa connaissance par un acte d'huissier de justice que j'ai déjà déclenché une procédure devant le tribunal pour demander un droit ou bien pour contester un droit contre mon défendeur ou bien mes défendeurs. Donc l'assignation, c'est la première forme de demande en justice qui consiste dans le fait de citer son adversaire à comparaître devant le juge par un acte d'huissier de justice. Et je vous invite ici de consulter la loi sur les actes d'huissier de justice que je viens de déposer sur la plateforme. Donc, vous saurez aviser comment les huissiers de justice accomplissent leur travail. Donc, ce sont les huissiers de justice sont des personnes qui peuvent être soit qui accomplissent généralement une profession libérale et qui essayent toujours de porter à la connaissance des justiciables des actes de procédure qui sont déclenchés contre eux devant une juridiction déterminée. Donc, deuxième forme en matière contentieuse, la requête conjointe. Qu'est-ce que la requête conjointe? Donc, la requête conjointe, c'est le fait de présenter une demande en justice par les deux justiciables, à la fois par le demandeur et par le défendeur. Donc, dans ce cas, le défendeur est avisé parce qu'il s'est mis d'accord avec le demandeur pour aller à la justice pour trancher le litige. Donc, ils sont conscients qu'ils ne sont pas mis d'accord sur un point déterminé. Voilà pourquoi ils ont pris l'initiative d'aller à la justice pour trancher leur litige. Donc, il s'agit d'un acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels ils sont en désaccord et leurs moyens respectifs, et le remise au secrétariat de la juridiction. Donc, dans ce cas, on n'a pas besoin d'un acte d'huissier de justice qui va porter, qui va informer l'autre personne qu'une demande initiale a été déclenchée contre lui. Troisième forme en matière contentieuse, la requête au secrétariat de la juridiction. Dans ce cas, il s'agit d'une requête unilatérale qui ne sera pas
porter à la connaissance du défendeur. C'est un acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en soit informé. Donc, on ne demande pas dans ce cas au requérant de porter à la connaissance de son adversaire qu'un acte qu'une demande initiale a été déclenchée en justice. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit d'une ordonnance sur requête, qui est un cas de demande de procédure qui est non contradictoire, ça veut dire dont la présence du défendeur n'est pas obligatoire. Donc c'est le cas lorsque, par exemple, je demande qu'un certain nombre de mesures provisoires ou conservatoires soient prises afin de préserver les preuves. D'accord? Donc, ce sont les trois formes de demande en matière contentieuse. Je répète, en matière contentieuse, soit le mode le plus courant, c'est l'assignation. Si je me dirige en justice pour demander un droit contre quelqu'un, ce quelqu'un-là, ce défendeur, doit être informé par assignation, par un huissier de justice ou bien par les services du greffe. Parfois, on se met d'accord tous les deux pour aller à la justice. C'est ce qu'on appelle la requête conjointe. Et dans ce cas, on n'a pas besoin d'assignation. Troisième cas, ce sont des cas rares, c'est la requête au secrétariat de la juridiction dans les procédures non contradictoires, comme la procédure d'ordonnance sur requête que nous allons développer, Inch'Allah, d'ici 2 séances. Maintenant, en matière gracieuse. En matière gracieuse, ça veut dire lorsqu'il n'y a pas adversité, lorsqu'il n'y a pas un litige contre une personne déterminée. Il n'y a pas d'adversaire. C'est le cas notamment lorsque je présente une demande en justice pour changer mon nom. Parce que je crois que mon nom n'est pas, parce que mon nom porte des significations injurieuses, par exemple, ou bien qui sont immorales, ainsi de suite. Ou bien lorsque je demande la reconnaissance de la nationalité, pour que je sois reconnu citoyen à part entière dans un pays, je demande la nationalité. Donc, dans ce cas, je n'ai pas d'adversaire, à vrai dire. Même si la présence ici du parquet, ça veut dire du procureur du roi, est nécessaire. Donc, mais il ne s'agit pas d'un adversaire, mais la présence du parquet, c'est juste pour veiller à la bonne application de la loi. Donc voilà pourquoi on dit en matière gracieuse, il n'y a pas d'adversaire. Donc ici, la forme de la demande initiale est présentée sous forme de requête unilatérale qui est remise au secrétariat de la juridiction sans qu'on fasse appel à ce qu'on appelle la procédure d'assignation. Ça veut dire on va assigner personne. Est-ce clair? Cela dit, la demande en justice peut être de type incidente. Qu'est-ce que les demandes incidentes? Qu'on appelle en arabe at-talabat al-arida. Les demandes incidentes, ce sont les demandes qui sont formées au cours d'un procès qui est déjà engagé. Donc, je ne présente pas ici la demande pour ouvrir un procès civil. Le procès civil est déjà engagé. Mais je vais présenter d'autres demandes qui vont s'ajouter à la demande principale présentée par le requérant ou bien par le demandeur initial. Ces demandes incidentes se divisent ou bien se subdivisent en 3 grandes catégories. Selon qu'il émane du demandeur, ou bien du défendeur, ou bien d'une tierce personne. Lorsque ces demandes émanent du demandeur, on l'appelle
on les appelle des demandes additionnelles. Ça veut dire qu'il vient s'ajouter. J'ai peut-être que, en tant que demandeur, j'ai oublié quelque chose et je viens compléter ma demande principale. C'est ce qu'on appelle les demandes additionnelles. Lorsqu'il émane du défendeur, c'est pour faire face aux prétentions du demandeur, ou bien pour formuler une demande contre le requérant. Ce n'est pas pour répondre aux prétentions du demandeur, mais pour faire face, pour contrecarrer, pour présenter mes propres prétentions contre le demandeur. Et enfin, lorsqu'il émane d'une tierce personne, on les appelle les demandes en intervention. Commençons par les demandes additionnelles. C'est ce qu'on appelle en arabe at-talabat al-idafiya. Donc le demandeur ici essaye de modifier sa demande, soit en l'attendant, soit en la réduisant, à condition que cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et qui soit présenté au moment opportun. Donc, la condition principale, c'est ce lien suffisant. Toutes les jurisprudences, que ce soit la jurisprudence marocaine, française ou bien les autres jurisprudences du monde, précisent, n'hésitent pas à écarter toute demande additionnelle qui n'est pas ou bien qui n'a pas un lien suffisant avec la demande principale. Exemple, je ne peux pas demander l'évacuation d'un locataire de mon local et ensuite je vais demander par la suite le paiement d'un chèque. Là, c'est une autre action qui n'a pas un lien avec la demande principale qui est le fait d'évincer, d'évacuer un locataire d'un local que j'ai mis à sa disposition. Donc, cette notion de lien suffisant et de moment opportun n'était pas définie par la loi. Ils ont été laissés à l'appréciation du juge du fond, qui peut, selon le contexte dans lequel se trouve, selon les circonstances qui vont être présentées devant lui, de dire est-ce qu'il y a un lien suffisant entre la demande principale et cette demande additionnelle pour qu'il soit accepté, ou bien il va la rejeter. Il faut préciser à cet égard que la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle à ce niveau. Les juges ont un pouvoir discrétionnaire suprême pour établir le lien suffisant et pour dire que ces demandes ont été présentées au moment opportun. Quel est ce moment opportun? C'est généralement avant que le jugement soit rendu ou bien avant que le juge va faire rentrer, va réserver le procès pour comment on l'appelle? J'ai perdu le nom. Pour délibération, voilà. Donc, avant qu'il réserve le procès à la délibération, il peut toujours accepter les demandes additionnelles. Si le procès est réservé pour délibération, le juge n'accepte aucune demande additionnelle, à moins que l'avocat présente une demande pour que le dossier sort des délibérations, et dans ce cas, il revient toujours au juge d'apprécier le bien fondé ou bien l'utilité de faire sortir un dossier des délibérations. Donc, exemple, la demande de paiement de loyer. Le demandeur peut, avant le jugement, former une demande additionnelle pour obtenir le paiement des loyers échus depuis l'introduction de la demande principale.
Mais le problème qui se pose à ce niveau est de savoir est-ce que la juridiction du fond doit soulever d'office le défaut de lien suffisant? Est-ce qu'il revient, autrement dit, au juge de dire qu'il n'y a pas un lien suffisant, ou bien est-ce qu'il est laissé à l'adversaire de soulever cette prétention d'absence de lien suffisant? La loi ne répond pas, le législateur ne répond pas à cette question. Il ne présente pas une réponse claire à cette question. Mais généralement, les juges ont tendance à soulever d'office qu'il n'y a pas un lien suffisant entre la demande principale et la demande initiale. Cela n'empêche pas non plus la partie adverse de soulever à son tour qu'il n'y a pas de lien suffisant entre la demande qui a été présentée par le demandeur et l'objet de la demande principale. Est-ce clair? Donc, cela dit, la demande, ou bien les demandes incidentes, peuvent être des demandes reconventionnelles, ça veut dire des demandes présentées par le défendeur. C'est ce qu'on appelle en arabe at-talabat al-muqabila. On peut la définir comme une contre-attaque formulée par le défendeur. Elle est formée par le défendeur dans le but de neutraliser la condamnation réclamée à son encontre, soit pour l'atténuer, soit pour obtenir la condamnation même du demandeur. C'est notamment le cas lorsqu'il constate que c'est une action qui a porté préjudice au défendeur. Donc, rien n'empêche de demander des dommages-intérêts parce que la demande du demandeur était mal fondée et lui a porté préjudice. Donc, l'effet de cette demande reconventionnelle, il permet d'élargir la saisie initiale du tribunal en lui faisant trancher deux demandes distinctes, celle du demandeur initial et celle reconventionnelle du défendeur. Donc, l'intérêt d'accepter la demande reconventionnelle du défendeur, c'est qu'il permet un gain de temps. Il permet de rationaliser le temps dans les décisions des tribunaux. Au lieu de demander au défendeur de formuler ses prétentions dans une demande initiale à part et de déclencher un autre procès civil, le juge ou bien la procédure civile permet ce gain de temps tant qu'il y a un lien suffisant. Je le répète, tant qu'il y a un lien suffisant et que cette demande reconventionnelle a été présentée au moment opportun. Donc, il permet de trancher deux prétentions en même temps. Exemple, les demandes qui servent de défense à l'action principale. Le défendeur auquel on réclame l'exécution d'un droit pourra, par voie reconventionnelle, demander la nullité ou bien la résolution de ce droit. Donc, par cette demande reconventionnelle, le défendeur tend au rejet de la demande principale. Donc, le requérant ici demande qu'un contrat soit exécuté, alors que le défendeur répond par présenter des preuves comme quoi le contrat même sur lequel le demandeur se base est nul ou bien a été résolu suite au non-respect par l'autre partie d'une obligation contractuelle. C'est le cas aussi lorsque le défendeur formule des demandes en dommages et intérêts. DI, ça veut dire dommages et intérêts, qui sont fondées exclusivement sur la demande principale. Notamment lorsque le défendeur estime que l'action qui est introduite contre lui est abusive. Il peut dans ce cas former une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à raison du préjudice qu'il a subi
du fait de la demande principale, parce qu'il considère que cette action lui a porté est considérée comme une diffamation à son égard. C'est une diffamation. Donc, puisqu'il s'agit d'une diffamation, ça portait préjudice à mon nom. Peut-être qu'il s'agit d'une société. Donc, le simple fait de porter une action en justice contre elle, ça va nuire à son image commerciale. Ce qui amène le défendeur à être fondé à demander de dommages et intérêts pour cause de diffamation. Donc, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 avril 2011, a considéré que le fait de... Je vais vous lire le passage présenté par les juges de la Cour de cassation. Ayant relevé que les cessionnaires ne se bornaient pas à invoquer la nullité du protocole, mais entendaient voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise des parties dans l'état antérieur à la signature de l'acte et la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine somme, en restitution du prix déjà payé, la Cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle. Donc, il s'agit d'une affaire dans laquelle le défendeur a demandé que le demandeur soit condamné à lui restituer une somme du prix qui a déjà été payé. Donc, il s'agit ici d'une demande reconventionnelle. C'est une contre-attaque qui a été formulée par le défendeur contre le demandeur. Lorsque le demandeur se borne à demander l'annulation, il s'agit tout simplement d'une défense au fond. Mais lorsque le défendeur formule une action en dommage-intérêt, il s'agit d'une demande reconventionnelle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'utilité de cette action, de cette demande, reconventionnelle, il permet au juge et au tribunal de gagner du temps et de l'argent en faisant trancher deux procès à la fois et en faisant l'économie d'une autre procédure qui peut durer longtemps. L'inconvénient principal, c'est que ces demandes reconventionnelles peuvent constituer un frein et ralentir le cours de la justice. Parfois, les défendeurs formulent des demandes reconventionnelles juste pour ralentir le cours de la procédure. Et dans ce cas, on considère qu'il s'agit de demandes dilatoires. Ça veut dire dont l'objet principal, c'est de prolonger dans la durée, de prolonger le délai de la procédure. Mais le législateur n'a pas hésité à sanctionner sévèrement toute demande reconventionnelle dont l'objet n'était que de ralentir le cours de la procédure, et il a précisé que toute personne qui a formulé une demande reconventionnelle peut être sanctionnée par des amendes civiles, et dans ce cas, le demandeur sera fondé à demander aussi des dommages-intérêts pour cette prolongation du délai. Maintenant, troisième type de demande, lorsque la demande émane d'une tierce personne. On l'appelle les demandes en intervention. Donc, les demandes en intervention, qu'on appelle en arabe at-tadakhul ou l'idkhal fil khusuma. Ils sont de deux ordres, soit tadakhul, soit l'idkhal fil khusuma. Donc, ce sont les demandes qui rendent une tierce personne partie au procès civil, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Donc, lorsque cette tierce personne intervient volontairement, on est devant l'intervention volontaire. On est devant at-tadakhul. Ça veut dire, la tierce personne
vient s'ajouter, vient se joindre au procès auquel il n'est pas partie, pour faire valoir ses droits qui peuvent être compromis par le jugement qui va intervenir entre le demandeur et le défendeur, ça veut dire entre les plaideurs primitifs. Il a constaté qu'il a un intérêt à défendre dans le procès qui est en cours. Donc, il est venu pour dire, attention, moi aussi, j'ai un intérêt. J'ai qualité, intérêt et capacité pour intervenir dans ce procès. Voilà mes prétentions. Donc, dans ce cas, c'est lui qui a pris l'initiative d'intervenir volontairement pour défendre ses intérêts concernant un procès qui est en cours entre un demandeur et un défendeur. Dans ce cas, on est devant ce qu'on appelle l'intervention volontaire. Parfois, cette intervention est forcée. C'est l'une des deux parties au procès, que ce soit le demandeur ou bien le défendeur, qui appelle qu'une tierce personne vient s'ajouter au procès, vient se joindre au procès qui est en cours. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intervention forcée, al-idkhal fil khusuma, aussi appelée la mise en cause, qui est la possibilité offerte au demandeur ou bien au défendeur à un procès civil d'appeler à l'instance une tierce personne pour que le jugement rendu lui soit opposable. Parce que tant que nous n'avons pas fait appel à cette tierce personne, comme vous allez voir avec moi, lorsqu'on va étudier le jugement a un effet relatif. Relatif à qui? Aux parties qui étaient au procès. On ne peut pas faire appliquer un jugement à des personnes qui n'étaient pas présents, qui n'avaient pas la possibilité de défendre leurs droits devant le juge. Donc, on peut prendre l'exemple suivant. Le vendeur appelle au procès un tiers, ça veut dire le fabricant, pour le forcer à l'indemniser des condamnations qui seront prononcées contre lui par décision judiciaire rendue au profit de l'acheteur. Est-ce clair? Moi, en tant que revendeur, je me suis procuré ou bien j'ai acheté un produit de la part d'un fabricant. Et je l'ai vendu à un acheteur. L'acheteur a découvert, par la suite, lorsqu'il a commencé l'utilisation, il a découvert qu'il y a un vice, qu'il y a des défauts que comporte le matériel acheté. Donc, il va porter son action devant la justice contre moi en tant que vendeur. Moi, je vais faire appel, je vais forcer le fabricant à se joindre au procès pour qu'il paye à ma place ou bien une partie des dommages qui seront prononcés contre moi au profit de l'acheteur. D'accord? Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Chaque fois que vous considérez qu'il y a une part ou bien toute la responsabilité incombe à une autre personne, vous pouvez l'appeler à comparaître devant le juge pour qu'il puisse se défendre et pour que la décision lui soit applicable si une décision va le condamner au profit du demandeur ou bien au profit du défendeur parfois. Est-ce clair? Donc voilà, ce sont les trois types de demandes en justice que nous avons essayé de détailler selon qu'il émane du demandeur, du défendeur ou bien d'une tierce personne. Quels sont maintenant les effets de la demande en justice? On distingue entre les effets à l'égard du juge et les effets à l'égard des parties. Commençons par les effets à l'égard du juge. Le fait de présenter une demande en justice autorise le juge à statuer. Et il donne autorisation au juge pour rendre un jugement
concernant l'affaire qui a été portée devant lui. Il s'agit là d'un principe et d'un effet très important qui permet de distinguer l'action civile de l'action pénale. Parce que, sûrement comme vous l'avez vu dans la procédure pénale, qui peut se déclencher elle-même sans qu'une personne porte à la connaissance du procureur ou bien du juge qu'il doit statuer sur une affaire. Donc, c'est la police judiciaire qui déclenche la procédure. Donc, dans le procès civil, par respect du principe que nous avons présenté au début de au début des séances, qui est le principe du dispositif, ce sont les deux parties dans un litige qui peuvent porter leur litige devant le juge. Si le juge n'a pas été saisi, il ne peut pas rendre un jugement concernant une affaire civile. Même si le juge a assisté, par exemple, à une affaire pour laquelle il peut rendre un jugement, il ne peut le faire que s'il est saisi, que si une requête orale ou bien écrite lui a été présentée par un demandeur déterminé. Donc, sans cette requête, le juge n'est pas autorisé à statuer, à rendre un jugement. Deuxième effet, obligation pour le juge de statuer. Ça veut dire, une fois saisi, il doit nécessairement rendre jugement. Et là, c'est une autre distinction entre l'action civile et l'action pénale. Parce que parmi les principes que vous avez étudiés dans le cadre de la procédure civile, de la procédure pénale, si le parquet juge qu'il n'y a pas opportunité de poursuivre la procédure, on peut radier l'affaire et le procureur du roi ou bien le parquet se réserve le droit de ne pas transférer le procès ou bien l'affaire devant les juges du fond chaque fois qu'il constate qu'il n'y a pas opportunité. Alors que en matière civile, lorsque le tribunal est saisi, le juge est obligé de rendre un jugement. Il doit se prononcer sur cette affaire. Et il doit le faire dans un délai raisonnable. Sinon, il peut être condamné pour déni de justice. Troisième effet, c'est l'obligation de statuer dans la limite de la demande. Obligation de statuer dans la limite de demande. Donc, ici, le juge n'a pas à rendre un jugement qui dépasse les prétentions des parties, qui dépasse le cadre qui a été tracé par le demandeur et les défendeurs pour rendre son jugement. Donc, le juge doit rendre un jugement sur tout ce qui a été demandé, mais rien que ce qui a été demandé. Il ne peut pas dépasser le cadre tracé par les deux parties au litige. Donc, autrement dit, le juge n'a pas à modifier d'office l'objet de la demande, ni la cause de la demande. Par ailleurs, pour apprécier la demande, le juge doit donc se placer au moment où la demande est introduite. Il n'a pas à tenir compte de ce qui a pu modifier les droits des parties. Par exemple, les nouvelles lois. On ne va pas appliquer la loi d'une manière rétroactive sur un fait
qui s'est déclenché avant la promulgation et la publication, avant la rentrée en vigueur d'une loi. D'accord? Donc, je répète, les juges sont obligés de respecter le cadre tracé par les deux parties. Il doit se prononcer sur toutes les prétentions et rien que les prétentions. Il ne doit négliger aucune demande formulée par les deux parties, mais il ne doit pas dépasser ce qui a été demandé par il ne doit pas prendre place. Donc, ce sont les parties qui disposent du procès. D'accord? Donc, voilà, ce sont les trois grands effets de la demande en justice. À l'égard maintenant du parti. La présentation d'une demande en justice fait interrompre les délais de prescription et de forclusion. Donc, il fait interrompre les délais de prescription et de forclusion, mais sans pour autant les suspendre. Quelle différence faites-vous entre délai de prescription et délai de forclusion? Puisque vous ne m'avez pas arrêté, c'est moi maintenant qui va vous donner des questions. Qui veut intervenir? Quelle différence faites-vous entre délai de prescription et délai de forclusion? Hakim, Fatim Zahra, Rabab, Jafaro. Oui, je vous écoute. Pas de réponse? Donc, les délais de prescription s'apparentent beaucoup aux délais de forclusion. Seulement lorsqu'on dit délai de prescription, c'est un délai au-delà duquel une personne ne peut plus demander un droit qui, avant ce terme, était fondé à le demander. La forclusion, la prescription concerne des délais, le respect des délais généraux. C'est une prescription qui concerne le fait de présenter son action dans un délai prescrit par la loi, au-delà duquel vous ne pouvez plus prétendre à qu'il soit reconnu par la justice. Exemple, pour présenter une action en civil, généralement, le décret des obligations des contrats précise que c'est 15 ans après l'accomplissement du fait, ou bien après la réalisation du fait litigieux, ou bien après avoir eu connaissance de ces faits litigieux. Alors que le délai de forclusion concerne des actions bien précises, telles que le fait après avoir rendu un jugement, de demander appel. Le fait d'interjeter appel. Donc, le fait d'interjeter appel dans une action civile, généralement, c'est 30 jours, un mois après avoir rendu le jugement. Donc, passé ce délai, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de faire appel au jugement qui est rendu. Donc, c'est un délai bien précis. Donc, la prescription est générale, concerne des délais généraux pour intenter une action, alors que la forclusion concerne des délais, des actions précises. La grande différence entre le délai de prescription et de forclusion, c'est que la prescription n'est pas d'ordre public. Il ne peut pas être soulevé par le juge d'office. Si les parties acceptent qu'une action soit portée devant la justice, même si elle est prescrite, le juge ne va pas dire non. Il doit se prononcer. Il doit accepter et continuer à traiter l'affaire. Alors que le délai de forclusion, c'est un délai d'ordre public qui est soulevé par le juge d'office. Si vous ne respectez pas le délai de 30 jours pour interjeter appel, votre action sera rejetée. Le juge ne va pas fermer les yeux parce que le défendeur n'a pas déclenché ce moyen de défense. Est-ce clair?
Donc, je répète, à l'égard des parties, la demande en justice fait interrompre les délais de prescription et de forclusion. La demande en justice permet de mettre en demeure le débiteur avec toutes les conséquences que cela peut déduire. On avise le débiteur qui sera contraint d'exécuter ses obligations. Dès lors, des intérêts moratoires vont courir et un transfert des risques de la chose s'opère à la charge du défendeur s'il est débiteur d'un corps certain. D'accord? La demande en justice produit aussi des effets spécifiques concernant les actions personnelles. Donc, le principe, c'est que les actions personnelles sont intransmissibles. Mais la demande en justice rend transmissibles certaines actions à caractère personnel, qui sont normalement par nature intransmissibles aux héritiers. Exemple, l'action en dommage-intérêt pour diffamation, qui est transmissible aux héritiers, à condition que cette action ait été déjà introduite du vivant de Cujus. Le de Cujus, c'est le défunt, c'est Al-Halik, comme vous l'avez vu avec M. Arros. Donc, c'est celui qui a trouvé la mort, mais qui a déjà intenté une action avant sa mort pour demander des dommages-intérêts pour diffamation. Est-ce que, avec sa mort, l'action doit être effacée du rôle du tribunal? Eh bien non. L'action est transmise et transmis, oui, à ses héritiers qui continuent à produire des prétentions contre celui qui a porté diffamation au défunt. Donc, en revanche, certaines actions personnelles, même exercées par leur auteur de leur vivant, sont intransmissibles aux héritiers. C'est notamment le cas de la demande en divorce. Si quelqu'un a demandé en divorce, le divorce de sa femme avant sa mort, donc, si le jugement n'a pas été rendu, les héritiers ne peuvent pas poursuivre cette demande en justice et dire qu'il a été déjà introduite du vivant du vivant, donc on va continuer à demander le divorce de la femme. Donc, une fois il meurt, si le jugement n'a pas été rendu, l'action est radiée du rôle des tribunaux. Est-ce clair? Donc, reste maintenant de savoir quelles sont les modalités de saisine du tribunal. Donc, il s'agit d'un certain nombre de formalités à respecter pour que votre action soit recevable. Donc, d'abord, il faut déposer la requête et payer la taxe judiciaire. Donc, après avoir rédigé la requête et introduit la requête devant les services du greffe, le secrétariat, ou bien devant le secrétariat du tribunal, le demandeur est tenu d'acquitter une taxe judiciaire à la caisse du greffe au moment même où il dépose sa requête introductive d'instance, ou au moment où il fait sa déclaration auprès d'un agent assermenté du greffe. Mais le paiement de la taxe n'a pas lieu si le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire. Donc c'est par respect au principe de la gratuité de la justice que nous avons développé auparavant, et qui est un principe universel, un principe constitutionnel. Donc, à ce niveau, la taxe judiciaire avait suscité en France un grand débat, et le débat a été porté devant la Cour constitutionnelle, qui s'est déclarée en faveur de la légalisation de la taxe judiciaire. Il a précisé que même si la justice est gratuite, la taxe judiciaire reste
reste une règle qui est conforme à la Constitution. Il ne s'agit pas de payer les juges, mais tout simplement de présenter une taxe qui va aider, soi-disant, qui est une simple participation de la part du requérant pour empêcher que n'importe qui, pour n'importe quel litige futile, vient présenter une demande en justice. Et dans ce cas, on va encombrer les tribunaux de litiges qui sont futiles. Donc ensuite, le greffe, après avoir payé la taxe, inscrit les requêtes ou bien les déclarations orales sur un registre spécial par ordre de réception avec indication des noms des parties et il donne une date pour convoquer les deux parties à un procès. C'est ce que précise l'article 31 du Code de procédure civile. Donc, au tribunal de commerce, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la requête écrite qui est applicable. On n'accepte pas la déclaration orale. Donc, la présence d'un avocat est toujours obligatoire. Et il doit être un avocat qui est inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, dont la Constitution s'impose à moins que le demandeur ne requiert exceptionnellement du président de cette juridiction l'autorisation d'ester lui-même en justice. Dans ce cas, si vous êtes autorisé, donc le président peut, par dérogation spéciale, vous autoriser à défendre vos intérêts vous-même. Après avoir introduit l'action, la demande, après l'avoir inscrit sur le registre de tribunal, après avoir payé la taxe, on va fixer une date pour l'audience et on va désigner un juge rapporteur. Donc le président du tribunal, dans ce cas, après avoir enregistré votre requête, le greffe du tribunal a la charge de transférer au président du tribunal les dossiers qui ont été enregistrés pour lesquels nous avons acquitté une taxe judiciaire. Donc, le juge, dans ce cas, en tant que le président du tribunal, désigne les juges rapporteurs ou bien le magistrat chargé de l'affaire. Donc, quelle est la différence entre un juge rapporteur et un magistrat chargé de l'affaire? Qui peut m'expliquer? Quelle différence faites-vous entre juge rapporteur et magistrat chargé de l'affaire? Ou bien juge chargé de l'affaire? Vous avez des réponses? Donc, le juge rapporteur, c'est le juge qui va être chargé de l'affaire en tant que président de la commission qui va rendre le jugement. Donc, on dit juge rapporteur pour les procès dans lesquels on fait appel à une formation collégiale. D'accord? C'est lorsque le jugement sera rendu par formation collégiale. 3 juges ou bien 5 au niveau de la cour d'appel, ainsi de suite. Le magistrat chargé de l'affaire, c'est un magistrat qui rend son jugement unilatéralement. Ça veut dire c'est lui c'est dans les affaires à juge unique. Donc, qu'il s'agit de juge rapporteur ou bien de magistrat chargé de l'affaire, ceux-ci convoquent par écrit le demandeur et le défendeur à l'audience au jour qu'il indique. Cette convocation est diligentée par le greffe qui désigne un huissier de justice ou bien un agent du greffe qui va se charger de la notification de cette convocation à comparaître devant le tribunal. Il est à préciser ici que aucun délai n'est prescrit durant cette première phase de la procédure ordinaire. Législateur n'a pas présenté des délais à respecter par le juge pour fixer l'audience ou bien pour désigner le juge rapporteur. Donc, pour désigner le juge rapporteur, généralement, les présidents des tribunaux le fassent rapidement, généralement dans les 24 heures après l'enregistrement de la demande initiale. Mais la convocation à la première audience
est laissé aux soins du juge, du magistrat chargé de l'affaire ou bien du rapporteur qui, selon le calendrier du tribunal, peut convoquer les deux parties pour d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, tout dépend de la charge du tribunal. Est-ce clair? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui concernant la présentation ou bien la présentation de la demande devant le tribunal. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser avant que je clore cette séance. Hakim, c'est bon? Jafaro? C'est bon, monsieur. Merci. Parfait. Fatem Zahra? Oui, c'est bon, monsieur. Donc je vous remercie de votre attention. J'aimerais bien que vous me poserez des questions je sais que je passe rapidement sur un certain nombre de points, donc si vous n'hésitez pas à m'écrire par message écrit, donc que ce soit sur ma boîte ou bien sur cette plateforme. Donc de poser vos questions, je suis prêt à vous répondre. Donc il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention et de se donner rendez-vous. Attendez, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous êtes prêt à suivre avec moi une séance mercredi prochain, même si je sais que ça sera des jours de vacances. Est-ce que vous êtes prêt à suivre avec moi une autre séance? Donc, je vais considérer votre silence comme une acceptation tacite. C'est bon? Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais programmer une autre séance la semaine prochaine, Inch'Allah. Même si, attendez, j'ai une discussion ici.